D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier VOL numéro 3, oscilloscope. Et on commence sans plus attendre par le principe de cet outil de mesure particulier, omniprésent dans les laboratoires de physique, professionnels ou scolaires. C'est parti. Abrégé en oscillo, c'est un instrument de test électronique courant utilisé pour visualiser et analyser les formes d'ondes électriques. Il affiche les signaux de tension sous forme de graphique, permettant ainsi d'observer au fil du temps la forme, l'amplitude, la fréquence, et les autres caractéristiques temporelles de ces signaux électriques. Paragraphe suivant, et justement, quels sont ces signaux électriques que l'oscilloscope va afficher sur son écran? Tu vas le découvrir maintenant. C'est parti. Ce signal peut prendre deux types. Le premier, analogique, qui se décompose en trois catégories. Le continu, le temporel, et le fréquentiel, avec leurs courbes associées. Le second, numérique, qui se décompose aussi en trois catégories. Le tore, le train d'impulsion, et l'échantillonnage, avec leurs courbes associées. Pas de panique, je vais expliquer brièvement chaque signal pour que tu puisses au moins les reconnaître si tu les croises sur un écran d'oscilloscope. On commence avec les signaux analogiques continus, les premiers que tu vas rencontrer dans un laboratoire de physique de collège ou lycée. C'est parti. C'est un signal dont la variation est relativement lente, l'information utile est l'évolution de la grandeur dans le temps. Ce signal est continu car la courbe est ininterrompue, c'est-à-dire que tu peux la tracer sans lever ton crayon, contrairement à un signal discret, qui indique une valeur à un instant T, ou pendant un court instant T. Quelques exemples de signal continu, la température d'une pièce, ou le débit d'une canalisation. Next. On continue avec le signal analogique temporel, que tu vas sans conteste voir apparaître sur ton écran d'oscilloscope dans un TP de lycée. C'est parti. Ce signal est caractérisé par sa forme, qui peut être cyclique, c'est-à-dire périodique. Si ton signal est ainsi, c'est qu'il n'est pas périodique, et ce n'est pas grave. Par contre, celui-ci l'est, sinusoïdal en plus, avec la période indiquée sur le graphique, qui correspond au temps qui sépare deux points identiques du signal. Dans le cas des signaux périodiques, un peu de vocabulaire s'impose, que je vais rapidement te définir de gauche à droite sur ce graphique. En orange, la tension efficace, notée UF, qui correspond à la valeur d'une tension continue qui produirait un échauffement identique dans une résistance. Cette tension est surtout abordée en filière professionnelle et technologique, pas dans le cursus général. En bleu, la période temporelle, notée grand T, qui est le temps qui sépare deux points identiques du signal. En bleu turquoise, l'amplitude notée Umax, qui indique la valeur positive maximale prise par le signal, qui sera symétrique par rapport à l'échelle des temps représentée par l'axe des abscisses sur le repère. En vert, l'amplitude crête à crête, qui indique l'écart entre les valeurs maximales et minimales du signal. Quelques exemples de signaux temporels, la pression cardiaque, ou le courant alternatif domestique. Next. On passe au signal analogique fréquentiel, qui s'affiche sur l'écran dans un TP sur le son, ou sur les ondes radio. C'est parti. C'est un signal dont l'information utile est donnée par le spectre fréquentiel, comme celui que je t'affiche à l'écran. À première vue, un chaos en logique d'amplitude disparate dispersée sur une plage de fréquence plus ou moins grande, duquel tu vas pouvoir trouver ce que tu cherches, comme une empreinte vocale par exemple. Quelques exemples de signaux fréquentiels, l'analyse vocale, ou le sonar. Next. On passe aux signaux numériques, et on commence par les TOR, acronyme de « tout ou rien ». C'est parti. C'est un signal à deux états stables qui représente l'état d'un organe. Voici un petit graphique pour que tu comprennes comment ça se présente. Le signal logique sera du binaire. Si le code est 1, la pièce est présente et une tension de 24 volts, pour cet exemple, est délivrée. Si le code est 0, la pièce est absente et la tension est coupée. Le passage entre ces deux états est instantané, ce qui donne au signal des allures de tension carrées ou rectangulaires. Voici un exemple un peu technique, avec un capteur de mouvement. En bleu dans le tableau, les instants sans mouvement, en vert, les instants avec déplacement,
l'unité de temps et la seconde. Deux seules réponses possibles, oui, en vert, et non, en bleu. Voilà ce que ça donne en graphique. En bas, le non, code binaire 0, avec tension nulle. En haut, le oui, code binaire 1, avec une tension de 5 volts. L'intervalle de temps de détection et de capture du signal est la seconde, mais ce paramètre peut être modifié si besoin. Quelques exemples de signaux Tor, une vanne ouverte ou fermée, ou une fin de course, d'une porte automatique par exemple, activée ou pas. Next. On reste dans les signaux numériques, et on continue avec le train d'impulsion. C'est parti. C'est un signal à deux états stables, dont les changements d'état dans le temps constituent l'information utile. Voici à quoi ça ressemble. Attention, ça s'apparente fort à un signal Tor, mais ça n'en est pas un. En effet, la donnée primordiale d'un signal Tor est son état binaire, 0 ou 1, alors qu'ici, c'est à la fois son état binaire, et l'intervalle de temps pendant lequel il y reste. L'exemple le plus représentatif de ce train d'impulsion est le codeur incrémental. Next. On termine ces signaux numériques par l'échantillonnage, dont le rôle est de numériser des signaux analogiques. C'est parti. Un échantillonnage est une image numérique d'un signal analogique, constitué d'échantillons prélevés à période constante. Comment ça se déroule? Voici un signal analogique. Pour le numériser, il faudra le faire passer dans un échantillonneur, qui est une sorte d'interrupteur qui va basculer périodiquement des positions ouvertes à fermées, et inversement, la période étant notée TE. En position ouverte, l'échantillonneur bloque la transmission. En position fermée, la tension du signal analogique, à cet instant T, est transmise au processeur qui la stocke sous forme d'une barre verticale. La succession de ces barres est appelée peigne de Dirac. La fréquence, ou taux, d'échantillonnage est le nombre d'échantillons par unité de temps. Plus il est grand, mieux c'est. Voici une petite illustration pour étayer le propos. En gris, le signal analogique, une onde sonore, en bleu, sa conversion en numérique. Dans ce cas-ci, le taux d'échantillonnage est bas, ce qui altère l'onde sonore d'origine. C'est flagrant, on passe d'une onde grise sinusoïdale à une onde bleue quelconque. Par contre ici, le taux d'échantillonnage est élevé, reproduisant parfaitement l'onde sonore d'origine. Ici aussi c'est évident, puisque l'onde bleue numérique recouvre parfaitement l'onde grise analogique. On en a fini avec les types de signaux, et dans le paragraphe suivant, je vais te montrer les différentes formes qu'ils peuvent avoir sur un écran d'oscilloscope. C'est parti. Première forme, continue. Son amplitude est fixe, et une seule valeur au cours du temps. Par exemple, le courant fourni par une pile à 1,5 V continu, et le signal ressemblera à ça. Simple, n'est-il pas? Next. Seconde forme, le sinusoïdal. Comme son nom l'indique, il aura une forme sinusoïdale d'équation f de t égale à grand A fois sinus de t, avec grand A à valeur maximale de l'amplitude. Par exemple, l'alimentation électrique domestique de valeur 220 volts alternatif, et le signal ressemblera à ça. Logique, bien entendu. Next. Troisième forme, le rectangulaire ou carré. Il est périodique, carré ou rectangulaire, évidemment. Il oscille entre une valeur minimale, notée Vmin, et une valeur maximale, notée Vmax. Le signal carré, à droite, est une forme particulière de signal rectangulaire, à gauche. À ce propos, je tiens à te souligner que les signaux Tor ou les trains d'impulsion sont rectangulaires ou carrés. Next. Quatrième forme, triangulaire. Ils sont périodiques, la montée et la descente sont linéaires en fonction du temps. Le signal varie entre 0 et une tension maximale, notée Umax, ou entre une tension minimale, notée Umax, et une tension maximale, notée Umax. Et comme tu t'en doutes, le signal ressemblera à ça. Next. Cinquième forme, les dents de scie. Elle est très proche du signal triangulaire, à l'exception que sa montée est linéaire et sa descente instantanée dans le temps, ou que sa montée est instantanée et sa descente est linéaire dans le temps. Voici à quoi ça ressemble, des dents de scie orientées de la gauche vers la droite, mais tu peux aussi avoir l'autre sens d'orientation. Next. Sixième forme, l'échelon. C'est le passage d'une valeur à l'autre, comme je t'ai déjà montré dans le signal Tor. Il peut s'agir de la mise sous tension d'un appareil, ou de l'étude d'un signal carré de faible fréquence. La transition d'un niveau à l'autre d'un signal rectangle ou carré est un échelon, et ça ressemble à ça sur un écran d'oscilloscope. Mais ce n'est pas une surprise pour toi, bien évidemment.
Next. Septième forme, l'impulsion. C'est le bref passage d'une tension nulle à une valeur non nulle. Voici à quoi ça ressemble. Ça ne te rappelle rien. Eh oui, c'est le train d'impulsion que je t'ai montré tantôt. Next. Huitième forme, la rampe. C'est une variation linéaire d'une grandeur électrique, comme représentée dans ce repère et entourée en vert fluo. Pour information, un signal en dents de scie est constitué de rampes périodiques. Je ne sais pas si ça te sera utile un jour, mais au moins, tu le sauras à l'avenir. Next. On termine par la neuvième forme, le bruit de fond, omniprésent dans toutes les analyses électroniques. Il représente toute composante non désirée affectant la sortie d'un dispositif, indépendamment du signal présent à son entrée. Le bruit de fond se décompose en bruit propre, que cause le dispositif lui-même, et les perturbations originaires de l'extérieur captées par la sonde. C'est un subtil mélange de fréquences plus ou moins aléatoires et d'amplitudes disparates, comme affiché sur cette image. C'est un chaos électronique, omniprésent, responsable de la dégradation de la mesure. Si comme moi tu es guitariste, ce bruit de fond est le bourdonnement sortant de ton ampli quand tu y branches ta guitare, t'obligeant à couper le volume via la pédale de volume du pédalboard, ou le potentiomètre de ta gratte, pour ne plus entendre. Les causes sont les suivantes. Des interférences entre différents appareils électriques, des signaux captés et amplifiés par des circuits auxquels ils ne sont pas destinés, ou le choc des électrons dans les circuits électroniques, appelé bruit thermique. Les solutions mises en œuvre sont celles-ci. Selon un dicton d'électronicien, ouvrir la fenêtre, c'est laisser entrer la poussière, donc il suffit de réduire la bande passante du capteur au minimum utile, et de refroidir le système, car la source de bruit propre thermique est la plus importante dans les systèmes électroniques. Paragraphe suivant, dans quel domaine l'oscilloscope est utile? Parce que dans les établissements scolaires, il n'est pas tant utilisé que ça. Tu vas voir. C'est parti. Il est utilisé de diverses manières en électronique, en télécommunication, et dans d'autres domaines scientifiques et techniques. C'est un instrument polyvalent qui aide à l'analyse des formes d'ondes, au dépannage, à la mesure, à la vérification, pour une variété d'applications dans l'électronique, les télécommunications, et la recherche scientifique. Je vais te montrer quelques exemples concrets. Petit 1, visualisation des formes d'ondes. Son écran permet d'afficher visuellement les formes d'ondes, et permettre aux utilisateurs d'analyser les données en temps réel, comme la forme du signal, son amplitude, sa fréquence, et ses caractéristiques temporelles. Next. Petit 2, la mesure du signal. Il va fournir des mesures précises de la tension, du courant, de la fréquence, de la période, du temps de montée, du temps de descente, et d'autres paramètres de forme d'onde. Ces mesures facilitent l'analyse des circuits électroniques. Next. Petit 3, le dépannage et le débogage. L'oscilloscope est un outil précieux pour le dépannage. En observant les formes d'ondes à différents points du circuit, les ingénieurs peuvent identifier et localiser des problèmes, tels que la distorsion du signal, le bruit, les parasites, les problèmes de synchronisation, ou les anomalies de tension. Next. Petit 4, l'analyse de l'intégrité du signal. Ça permet d'analyser la qualité du signal en effectuant la mesure de sa distorsion, et la vérification de ses niveaux. De plus, il évalue les performances des transmissions de données et des signaux d'horloge. En effet, dans les systèmes numériques à haut débit, le maintien de l'intégrité du signal est crucial. Next. Petit 5, l'analyse temporelle. L'oscilloscope offre une vue temporelle des signaux, permettant aux ingénieurs d'étudier les événements transitoires, les relations temporelles, et les problèmes de synchronisation. C'est particulièrement utile pour l'analyse des signaux pulsés, la modulation, et des phénomènes variables dans le temps. Next. Petit 6, l'analyse du domaine fréquentiel. Grâce à des outils supplémentaires, tels que la transformation de Fourier rapide, abrégée en FFT, il autorise l'analyse des signaux dans le domaine fréquentiel, ce qui permet de déterminer le contenu fréquentiel, les harmoniques, la distorsion, et les caractéristiques spectrales du signal. Next. Petit 7, la caractérisation et vérification des signaux. Il permet de vérifier la conception et les performances des circuits électroniques, permettant une comparaison des formes d'ondes réelles aux formes d'ondes attendues, de vérifier le comportement des circuits, et de vérifier leur conformité aux codes et normes. Next. Petit 8, recherche et développement. Les oscilloscopes ont un rôle essentiel dans les activités de recherche et de développement car ils permettent d'analyser et d'évaluer les nouvelles technologies,
de tester des prototypes, de mesurer les performances des systèmes, et d'étudier le comportement de systèmes électroniques complexes. Next. Petit 9, éducation et formation. Leur utilisation dans les établissements scolaires est utile pour enseigner les principes de l'électronique, l'analyse des signaux, et le dépannage des circuits, permettant aux étudiants de visualiser et comprendre le comportement des signaux électriques. Bref, cet oscilloscope est un outil indispensable et largement sous-coté dans les établissements scolaires. Paragraphe suivant, dans lequel je vais te montrer les entrailles de la bête, pour en comprendre le fonctionnement. C'est parti. On commence par sa face avant, et je vais t'expliquer brièvement chaque partie qui la compose. En bas à gauche, le bouton marche arrêt, et j'en profite pour te rappeler d'allumer l'oscilloscope et de le laisser chauffer minimum 5 minutes avant de l'utiliser pour garantir des mesures conformes à la réalité. À sa droite, les potentiomètres d'intensité et de focus, qui permettent de régler la luminosité et la netteté du signal affiché à l'écran. À droite, le switch de balayage, qui permet d'activer ou pas le déplacement horizontal du spot. À droite, le switch ACDC-GND, qui permet de choisir le type de tension affichée. En AC, tension alternative, en DC, tension continue ou alternative, et en GND, ça déconnecte l'entrée du signal et ça lui impose une tension nulle. À droite, l'entrée de l'oscilloscope, là où tu vas brancher la sonde. Borne rouge pour la sonde de mesure, borne noire pour la masse, ou le COM. Tout en haut à droite, les potentiomètres de positionnement X et Y, pour régler l'horizontalité et la verticalité du spot sur l'écran. En dessous à gauche, le bouton rotatif, ou cadran, du choix du calibre de la division verticale, celle de la tension. Pour information, une division est représentée par un carreau carré sur l'écran de l'oscilloscope. En tournant le bouton, tu verras l'amplitude augmenter, ou diminuer, ton objectif étant de faire en sorte d'afficher un signal non tronqué. À sa droite, le cadran du choix du calibre de la division horizontale, celle du temps. En tournant ce bouton, tu verras ton signal s'étendre ou se contracter horizontalement, ton objectif étant de faire en sorte d'observer au moins une période complète d'un signal périodique. Les parties que tu vas retrouver dans le schéma détaillé, que je vais afficher sous peu, seront l'entrée de l'oscilloscope, noté petit 1, le cadran de la tension, noté petit 4, celui du temps, noté petit 5, et l'écran, noté petit 7. Et voici les entrailles de la bête. Tu as bien compris qu'un oscilloscope capture des signaux électriques, et les affiche sous forme d'ondes sur un écran graphique. Son fonctionnement se déroule selon les étapes suivantes. Petit 1, acquisition du signal. Réception d'un signal électrique d'entrée, analogique ou numérique, via ses connecteurs d'entrée, provenant de diverses sources, telles que des capteurs, des circuits, ou des générateurs d'ondes. Ce signal sera connecté à l'oscilloscope à l'aide de sondes, ou d'autres adaptateurs appropriés. Petit 2, amplification du signal. L'amplification du signal d'entrée est à un niveau adapté au traitement et à l'affichage, garantissant une visualisation précise, même des signaux faibles. Petit 3, déviation horizontale. Contrôle de l'échelle de temps affichée en générant une forme d'onde qui balaie horizontalement l'écran à une vitesse précise. Ce balayage représente le temps. Petit 4, déviation verticale. Contrôle de l'échelle de tension de l'écran en amplifiant le signal d'entrée et en adaptant son niveau de tension à l'axe vertical de l'écran. L'utilisateur ou l'utilisatrice peut ajuster la position verticale et la sensibilité pour visualiser la portion souhaitée de la forme d'onde. Petit 5, contrôle de la base de temps. Permet à l'utilisateur ou l'utilisatrice de régler l'échelle de temps affichée, ou la vitesse de balayage horizontale de la forme d'onde sur l'écran, contrôlant ainsi la résolution temporelle. Petit 6, le déclencheur. Il permet de stabiliser l'affichage des formes d'onde en garantissant que chaque forme d'onde acquise démarre au même point à l'écran. Le déclencheur peut être configuré sur différentes sources, par exemple un niveau de tension spécifique, un montant avant ou descendant, ou un signal de déclenchement externe. Petit 7, affichage. Il affiche sur l'écran de l'oscilloscope la forme d'onde traitée. Dans un oscilloscope analogique, un tube cathodique, CRT, est utilisé pour générer une représentation visuelle de la forme onde. Dans un oscilloscope numérique, les formes d'onde sont converties en données numériques et affichées sur un écran LCD ou OLED. Cet écran, c'est un CRT, ou cathode ray tube, tube cathodique en français. Spot monochrome, fond vert, il sent bon les années 80 et 90. Cet écran est un LCD, pour Liquid Crystal Display, affichage à cristaux liquides en français, ou OLED,
Organic Light Emitting Diode, qui se traduit en français en diode électroluminescente organique. Grand écran, contraste élevé, possibilité d'appliquer une couleur par signal, le NEC plus ultra pour l'analyse. Paragraphe suivant, je vais dire quelques mots sur l'oscilloscope analogique, car il doit bien rester quelques spécimens de cette robuste antiquité dans les établissements scolaires. C'est parti. Voici la bestiole sous un angle flatteur. Cet oscilloscope utilise un tube cathodique pour afficher, en continu et en temps réel, les formes d'ondes. Le faisceau d'électrons dans le CRT est dévié verticalement et horizontalement pour tracer la forme d'onde à l'écran. Il est capable de capturer et d'afficher avec précision des signaux à évolution rapide. Cependant, il ne dispose pas des fonctionnalités avancées et des capacités de mesure des oscilloscopes numériques, ce qui fait qu'on est assez limité dans l'analyse des circuits un peu complexes d'aujourd'hui. Paragraphe suivant, l'oscilloscope numérique, un petit bijou de technologie pouvant atteindre des prix exorbitants. C'est parti. Il se décline en plusieurs versions. Le modèle standard ou valise, au centre, le modèle portable, à droite, ou le modèle USB, sans écran mais pouvant se brancher sur n'importe quel ordinateur, à gauche. Ils convertissent le signal d'entrée en données numériques, et les traitent à l'aide de techniques de traitement numérique du signal. La forme d'onde est ensuite affichée sur un écran numérique, qui offre plusieurs avantages par rapport aux écrans cathodiques, notamment une taille plus compacte, une consommation énergétique plus faible, une résolution plus élevée, et la possibilité de capturer et de stocker des formes d'ondes à des fins d'analyse ultérieures. Ces oscilloscopes offrent de nombreux avantages par rapport aux oscilloscopes analogiques. Précision supérieure, capacité de mesure avancée, stockage des formes d'ondes, mesure automatique, fonctions mathématiques, etc. Ils peuvent également afficher plusieurs formes d'ondes simultanément, facilitant ainsi la comparaison et l'analyse. Les oscilloscopes numériques peuvent être divisés en différents sous-types, que voici. Le DSO, pour Digital Storage Oscilloscope, oscilloscope à mémoire numérique en français. Le DPO, pour Digital Phosphore Oscilloscope, ou oscilloscope numérique à phosphore. Le MSO, pour Mixed Signal Oscilloscope, qui se traduit en oscilloscope à signaux mixtes. Le MDO, pour Mixed Domain Oscilloscope, oscilloscope à domaine mixte dans la langue de Molière. Et pour finir, le HDO, ou High Definition Oscilloscope, oscilloscope à haute résolution pour les non-anglophones. Dans le cours en PDF dont le lien est dans la description, tu trouveras des explications simples et claires sur chacun de ces oscilloscopes et de leur technologie embarquée. Si tu as soif de connaissances et de culture, je te souhaite une bonne lecture. Paragraphe suivant, je vais te montrer comment utiliser un oscilloscope, ou du moins comment réussir à sortir un signal relativement propre sur son écran, dans une fluidité telle que tes acolytes penseront que tu as fait ça toute ta vie. C'est parti. On va travailler sur cet oscillo, que tu peux retrouver avec le lien fourni dans la description de cette vidéo. Je vais rapidement faire un tour du propriétaire en entourant en couleur chaque zone de sa face à l'avant. Le bouton Power, pour allumer ou éteindre l'appareil. Ici et là, les connecteurs d'entrée pour la voie 1, CH1 pour canal 1, et la voie 2, CH2 pour canal 2. Le cadran permettant de calibrer l'axe horizontal des temps. Le potentiomètre pour régler l'intensité lumineuse du spot sur l'écran. Le potentiomètre de la position horizontale, et ceux de la position verticale du signal sur l'écran, un par voie. Switch du balayage, en mode on-off. Les sélecteurs ACDC-GND, un par voie. Le cadran permettant de calibrer l'axe vertical des tensions. Ici, un switch permettant de ne voir que le canal 1, le canal 2, ou avoir les deux en visu sur l'écran. Pour terminer, ces boutons INV qui permettent de retourner suivant les abscisses la courbe du signal pour le canal choisi. Deux alimentations vont être branchées à cet oscilloscope. En canal 1, un générateur alternatif basse fréquence qui fournit trois types de signaux électriques, sinusoïdal, triangulaire et rectangulaire, carré, sélection via des boutons poussoirs, avec la fréquence et l'amplitude réglables. La première avec bouton poussoir pour l'ordre de grandeur et un potentiomètre, la seconde seulement avec un potentiomètre. En canal 2, une alimentation continue délivrant une tension constante et réglable via un potentiomètre, très sensible ici, le cadran, voltage, que j'entoure en couleur est à manipuler avec la plus grande délicatesse. Avant la mise en route, il faut s'assurer que tous les réglages sont en position correcte. C'est une bonne habitude à prendre, surtout si l'appareil est utilisé par d'autres personnes. La position correcte est celle indiquée en le mode d'emploi de l'appareil. Bouton sortie, pas enfoncé,
interrupteur à glissière en position haute, réglage fin en position centrale. La mise en route se fait en appuyant sur le bouton Power, et de laisser chauffer l'appareil au moins 5 minutes avant de commencer à faire des mesures. Si le balayage est stoppé, un point lumineux apparaîtra au centre de l'écran. S'il est ailleurs, pas de panique, je vais t'indiquer comment le positionner à cet endroit dans quelques instants. Si le balayage est activé, une ligne lumineuse horizontale apparaîtra au centre de l'écran, le coupant en deux. Si elle est ailleurs, pas de panique, je vais t'indiquer comment la positionner à cet endroit dans quelques instants. Je le répète une nouvelle fois, pour obtenir des mesures fiables, l'oscilloscope doit être chaud. Donc il faut le laisser chauffer pendant 5 minutes avant utilisation, il en va de la validité et de la stabilité de tes mesures. Passons au réglage de la luminosité du spot lumineux. Avec un potentiomètre Intensity, à environ 50%, la ligne sur l'écran est à peine visible, ce qui va être gênant pour la précision des mesures. Avec un potentiomètre Intensity, à 100%, la ligne sur l'écran est bien visible, mais il faut assurer qu'elle ne sature pas, car là aussi, ça va être gênant pour la précision des mesures. Il faut que tu fasses au mieux, une luminosité suffisante pour une lecture aisée, mais pas trop pour ne pas t'aveugler. Tu auras toujours la possibilité de modifier cet éclairage à tout moment lors de l'analyse, ne pas l'oublier. Maintenant, le réglage du zéro. À l'aide des potentiomètres X-pose et Y-pose, en canal 1 et en canal 2, positionne le point sur le centre de l'écran si le balayage est inactif, ou la droite horizontale sur l'axe des abscisses de l'écran si le balayage est activé. On passe au calibrage des sondes, si besoin. Tu dois localiser la sortie de calibration sur l'oscilloscope, souvent marquée ProbeComp ou K, se trouvant généralement sur la face arrière de l'appareil. Une fois que c'est fait, tu vas devoir connecter la pointe de la sonde à ce point, puis connecter la pince de masse au point de masse adjacent, comme indiqué dans l'illustration. Ton écran d'oscilloscope devrait afficher ce genre de signal rectangulaire. Si les coins sont arrondis, tu vas devoir utiliser un petit tournevis, livré avec les sondes, pour ajuster le trimmer de compensation. Un condensateur ajustable, de la sonde, la vis de réglage est située à l'embout branché sur l'oscilloscope. Tu ne peux pas la louper, comme tu peux le constater sur cette photo. Et il va falloir faire preuve de douceur et de patience, ça se joue parfois au poil de cul pour que le signal soit parfaitement rectangulaire. Comment brancher les sondes sur le circuit à analyser? Toujours connecter en premier la masse, pince crocodile noire, indiquée par cette flèche verticale noire, au point de référence du dipôle à étudier, puis connecter la pointe de mesure, ou pince crocodile rouge, indiquée par cette flèche horizontale rouge, au point de test, en s'assurant que les connexions sont stables et ne touchent pas d'autres éléments du circuit. Pour les mesures haute fréquence, les fils de masse doivent être aussi courts que possible. Les longs cordons de masse introduisent une inductance, entourée en rouge sur le graphique, dans le signal mesuré, source de parasites dans la lecture de la mesure. Allumage des générateurs en appuyant sur leur bouton Power. Sur l'oscilloscope, les sélecteurs ACDC-GND de chaque voie sont sur la position DC. Le sélecteur de canal est sur dual. Le premier canal reçoit la tension alternative de 10 volts de fréquence 250 Hz. Le second canal est en charge du 15 volts continu. Il est important de faire le réglage des échelles. Concernant l'axe vertical, le signal occupe la majeure partie de l'écran verticalement sans écrêter les pics. Pour l'axe horizontal, il faut montrer les éléments pertinents de la forme d'onde, comme un ou plusieurs cycles complets pour les signaux périodiques, la forme d'onde complète pour les signaux uniques. Revenons sur l'oscilloscope, et concentre ton attention sur l'écran. Cette double flèche rose pastel représente une division verticale, ou une unité de tension calibrée par les cadrans de tension de chaque canal. Ici, une division représente 5 volts pour les deux canaux. La référence des tensions se fait à partir de l'axe horizontal central de l'écran, que je surligne en vert fluo. Pour le canal 1, l'amplitude est de 2 divisions, ce qui fait 10 volts. Pour le canal 2, l'amplitude est de 3 divisions, soit 15 volts. C'est conforme à ce qui est affiché sur les générateurs branchés à l'oscillo. De nouveau, concentre ton attention sur l'écran de l'oscilloscope. Cette double flèche rose foncé représente une division horizontale, ou une unité de temps calibrée par le cadran des temps de l'appareil. Ici, une division représente une milliseconde. Pour calculer la période de l'onde sinusoïdale, il suffit de déterminer le nombre de divisions qui séparent deux points identiques sur la courbe, soit 4 divisions, ce qui fait 4 millisecondes. Sachant que la fréquence est l'inverse de la période, qu'il faut ramener en secondes,
le résultat est de 250 Hz, conforme à ce qui est affiché sur le générateur de tension alternative. Dernier paragraphe, multimètre ou oscilloscope? Qui sera le grand gagnant de ce match? C'est parti. C'est l'ingénieur français André Blondel qui est l'inventeur du premier oscillographe électromagnétique en 1894. Ça ne date pas d'hier, et voici une représentation de la machine. La flèche vert fluo indique la position de l'écran de l'époque, cette longue banderole de papier quadrillé qui défilait sous le stylet, à la façon des anciens sismographes. Il le perfectionnera pendant une dizaine d'années. Cet appareil resta longtemps en service puisqu'il sera remplacé par l'oscilloscope cathodique à partir des années 60, puis l'oscilloscope numérique dès 1985. Pourquoi on continue à l'utiliser alors que les multimètres, moins onéreux et plus faciles à prendre en main, sont des outils de plus en plus performants? L'oscilloscope est principalement utilisé pour analyser et diagnostiquer des signaux électriques complexes, dans un objectif d'optimisation et de compréhension du fonctionnement des circuits électroniques. Le multimètre est lui plutôt destiné à une utilisation plus quotidienne, permettant de réaliser rapidement diverses mesures électriques nécessaires au dépannage et à la maintenance. Leur utilisation conjointe offre plein d'avantages. Le premier, une complémentarité des mesures. L'oscilloscope affiche les informations visuelles en temps réel sur le signal électrique, tandis que le multimètre permet d'obtenir des valeurs numériques précises pour différentes caractéristiques du signal. Second avantage, une optimisation de l'analyse. L'utilisation de l'oscilloscope et du multimètre en parallèle permet de détecter et d'analyser plus rapidement et efficacement un large éventail de problèmes électriques. Troisième avantage, la vérification des résultats. Les deux instruments peuvent être utilisés conjointement pour vérifier et valider les résultats obtenus, assurant ainsi une plus grande fiabilité des mesures. Bref, match nul, balle au centre, l'un ne va pas sans l'autre, et réciproquement. Que ce soit dit et écrit. Ainsi soit-il. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis à disposition des exercices à forger, leurs liens sont aussi disponibles en description. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.